Et je remercie Spark Tirage d'être avec nous ce matin et Céline Salomon. Et j'embrasse aussi Emmanuel qui n'est pas très loin, je pense, Ouais, je suis là. pour cet atelier qu'on a ajouté dans ce parcours du mois de la création. On n'avait pas mis cet accent sur le marketing et c'est en fait en lien avec le programme que nous avions mis en place en octobre, Check ton projet, où on a vu que c'était quand même un sujet important quand même, c'est de comprendre un petit peu ce que c'était le marketing. Donc, on est là sur le b.a.-ba, on va vulgariser tout ça pendant cette matinée. Donc, à toi, Céline, et bon atelier à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je ne vous vois pas, hein, vous avez bien compris, donc je vais essayer de faire en sorte de effectivement vulgariser les bases du marketing. Donc moi, j'ai 25 printemps de marketing, comme je l'ai expliqué, 10 ans de marketing de l'offre en grande distribution, notamment en centrale d'achat pour Auchan, Groupement des Mousquetaires pour le groupe Bricomarché, puis Jardiland. J'ai fait aussi 4 ans de brand marketing international pour une marque qui s'appelle Sia Home Fashion, qui a été rachetée par le groupe Habitat. 7 ans en marketing stratégique et opérationnel en start-up au sein du groupe Spart, où je suis associée et en charge de la verticale marketing pour toute la partie conseil et accompagnement en matière de marketing stratégique et opérationnel. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas un marketing, il y en a plusieurs. Il y a le marketing stratégique, effectivement, qui va fixer l'objectif ou les objectifs. Il y a ce qu'on appelle aussi le marketing opérationnel, qui, lui, va plutôt fixer des actions, des moyens. Il y a le marketing direct, sur lequel on va être plutôt sur des techniques de communication et de vente ciblée. Le marketing relationnel, avec les techniques de communication, de vente individualisée. Le marketing digital, le web marketing, l'inbound marketing versus l'outbound marketing. Le marketing de contenu, le marketing produit, le marketing événementiel, le trade marketing, et puis bien sûr, on peut aller jusqu'au street marketing. Bon, il y a un seul objectif à tout ce métier-là, c'est quand même de vendre, hein. On va pas aller chercher trop loin. Alors, ce métier-là, il se découpe en plusieurs missions, si vous voulez, qui sont tout ce qui va être la partie étude-analyse, la partie diagnostic, et puis toutes ces analyses vont vous donner des cartes de décision qui vont vous permettre de faire des choix stratégiques. Et tout ça va s'inscrire dans ce qu'on appelle le mix marketing ou un plan marketing pour pouvoir piloter des actions opérationnelles et surtout, toujours contrôler les résultats, parce qu'une action marketing sans contrôle de résultats, ça ne sert à rien, mais vraiment rien du tout. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes concernant le marketing. On va me dire, quand est-ce que j'ai besoin du marketing? Quand on crée une entreprise ou quand on porte un projet, tout le temps. À toutes les étapes, vous allez avoir besoin d'avoir ces analyses, ces diagnostics, que ce soit autour du projet, donc la business vision. Quand vous allez commencer effectivement à travailler votre stratégie commerciale, vous allez regarder le marché, la segmentation, on va commencer à voir les bases un peu ce matin. Par rapport à la concurrence, certains ont peut-être entendu déjà parler de SWOT, etc. Donc ça, j'y reviendrai. Autour de l'offre, bien sûr, et toutes ces stratégies qui vont permettre effectivement de faire du développement commercial, qui vont pouvoir aussi affiner une stratégie financière. Bien entendu, c'est la base de toute la communication, de toute la promotion. Et puis, au moment du lancement, on va avoir tous ces plans d'action marketing qui vont se mettre en place. Donc voilà, ça couvre vraiment tout le cycle du projet ou du projet d'offre de l'entreprise que vous allez mener. Si je devais les résumer en 3 lignes, ces bases, c'est vraiment comprendre les vrais besoins de votre client. C'est présenter votre offre comme une solution qui est crédible à ses besoins. Et puis, bien sûr, mettre votre message en face des bonnes personnes. Ça, c'est très, très important. Alors, le besoin, il est vraiment essentiel dans toute cette compréhension de vos marchés, puisque finalement, c'est quoi un marché? C'est d'un côté, vous avez des consommateurs, hein, on va avoir ce qu'on appelle des prospects, ou des clients, s'ils achètent déjà votre offre. Cette offre, elle peut être composée effectivement de produits ou de services. Donc, on est bien d'accord que le marché, c'est des produits et des clients. Alors, dire c'est facile, mais le besoin là-dedans, le besoin, il va permettre effectivement il va falloir vérifier son existence, il va falloir vérifier l'intensité de ce besoin, et il va falloir vérifier que le besoin il est bien partagé par plusieurs personnes.
Donc, la notion de besoin, on peut la travailler au sein de deux éléments. Donc, le premier, c'est la pyramide de Maslow. Vous avez peut-être vu en sciences économie ou en économie. Alors, elle est très simple, hein, c'est vrai, on dit, OK, le premier niveau, c'est physiologique. Après, il y a la sécurité. Après, il y a l'appartenance, l'estime, l'accomplissement, etc. Maslow défendait une notion en disant que voilà, on commençait par répondre aux premiers besoins avant de passer sur cette pyramide. On sait très bien aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. On peut très bien avoir des besoins qui vont effectivement être plus sur l'appartenance ou l'estime. Et ça, c'est important de les avoir en tête quand on va travailler sur une stratégie effectivement de besoin ou de réponse à un besoin. Typiquement, par exemple, sur l'appartenance, on voit beaucoup ces appartenances aux communautés. On voit bien le social marketing, enfin tout ce qui est communauté sociale sur les réseaux, etc. Tout ce qui va être aujourd'hui développé autour de ces communautés pour vendre des produits hyper importants. Donc, on est sur ce fameux besoin d'appartenance, par exemple. L'autre gros point sur les motivations d'achat autour du besoin, c'est vraiment important, c'est d'avoir en tête cet acronyme SONCAS, qui sont vraiment les critères d'achat qu'il faut absolument identifier quand vous avez vos premières ventes pour bien comprendre où est-ce que vous allez pouvoir vous positionner sur les attentes. Donc le S pour sécurité, donc est-ce qu'on va rechercher plutôt de la qualité, de la confiance, l'orgueil, est-ce qu'on va chercher à se différencier, est-ce qu'on va avoir un goût pour le prestige, pour ce qui est statutaire, sur la nouveauté, l'envie de la dernière tendance ou du renouveau. Le confort pour gagner en facilité ou en rapidité. L'argent, ça peut être soit en gagner plus, soit en économiser plus. Et puis sur la sympathie, le côté affect du produit ou du vendeur ou de l'entreprise ou de la marque. Donc ça, c'est des notions qui doivent vous parler sur certaines marques où effectivement, on sent que tout va être travaillé sur une de ces motivations d'achat. Et quand vous allez la croiser avec soit un besoin d'appartenance, soit un besoin de reconnaissance ou d'accomplissement, du coup, vous allez déjà commencer à comprendre un petit peu mieux à la fois le besoin et les motivations d'achat qui sont au-delà finalement du produit et de l'offre même que vous proposez. Et justement, il va falloir définir quelle est votre offre, quel est votre marché. En gros, ça se résume à 2 questions essentielles. Alors, c'est vraiment la base et je peux vous assurer que depuis 7 ans qu'on accompagne des startups, beaucoup sur notre cabinet de conseil, quand on pose la question « tu vends quoi à qui ?» Eh ben, la réponse, elle n'est jamais très évidente pour tout le monde, quoi. C'est toujours très compliqué. Le premier métier de l'entrepreneur, souvent, c'est son expertise, c'est son savoir-faire. Mais quand il doit parler de son offre et de sa cible, déjà, ça commence à être un petit peu plus compliqué ou en tout cas un peu plus diffus, je dirais. Donc, tant que vous ne pouvez pas répondre à ces 2 questions-là de manière claire et distincte, c'est qu'il y a un problème. Alors, on va y travailler. Il y a un piège aussi dans le acquis. C'est le qui paie quoi à qui. Entre guillemets, le consommateur versus l'utilisateur. L'illustrant, il est assez rigolo. Le consommateur, vous voyez, c'est la maman qui achète un magnifique mobile pour son petit bébé et on trouve ça super mignon, c'est super joli, il y a des nounours et tout. Ouais, n'empêche que l'utilisateur, le bébé, alors ça tombe bien, il n'a pas encore la parole, mais lui, tout ce qu'il voit, c'est des trous de balles, quoi. Donc, en gros, comprenez bien aussi ce petit piège du consommateur et de l'utilisateur et toujours avoir en tête, OK, quand je vais parler de mon consommateur ou quand je vais parler de ma cible, qui paye quoi à qui paye quoi à qui, donc qui me paye en fait pour proposer, pour au final rentabiliser mon offre. Donc, à quel besoin je vais répondre? Eh bien, pourquoi le client achète-t-il? Et surtout, pourquoi faire? Alors, il y a un piège aussi sur cette notion de qu'est-ce qu'il achète et pourquoi faire. Il y a ce qu'on appelle le besoin effectivement rationnel, mais aussi l'achat finalement irrationnel. Vous l'avez compris, les perceptions de valeur. Ouais, si on n'était que dans de l'achat rationnel, pourquoi 100% des gagnants auraient tenté leur chance au loto? On est typiquement dans une valeur, dans un affect irrationnel.
Donc voilà pour le besoin, vous l'avez compris, il y a effectivement une partie de besoin qui va être très claire, très identifiable, mais en fait, il y a toutes ces raisons cachées, soit dans l'irrationnel, soit dans l'affect, qui vont venir un petit peu compliquer la notion de compréhension du besoin de votre client. Alors pour définir son offre ou son projet, je vais vous donner une astuce. Ça s'appelle le job to be done. C'est effectivement à quel besoin et dans quel contexte je vais répondre à mon client, à son besoin. Le job to be done, il va expliquer les contraintes, le contexte, donc le pourquoi. Et quand il est vraiment clair, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de pourquoi. OK, mon job to be done, je propose quoi, pour qui et dans quel contexte. Une fois qu'il est bien travaillé, qu'il est bien pertinent, vous pourrez aller pitcher votre projet, votre offre, etc. Il n'y aura plus aucun doute sur le sujet. Donc, je vais vous donner deux versions. Il y a la version « j'ai besoin de pour », dans quel contexte, et j'ai la version où j'aide tel public à résoudre tel problème précis. Un exemple très concret, le pourquoi faire. Par exemple, si je vous dis, ouais, il faut que je fasse un régime. Ouais, c'est bien, d'accord. Mais ok, ça ne va pas m'aider, ça. Par contre, j'ai besoin de perdre du poids pour ne pas avoir une crise cardiaque. Déjà, vous voyez, on va être vraiment sur un besoin bien ciblé, bien précis. Et on va commencer effectivement à interpeller le pourquoi faire de manière plus segmentée. Autre sujet, par exemple, voilà, quelqu'un qui va faire une proposition, voilà, moi je fais de la communication. Ouais, super, tu fais de la communication, d'accord. Alors, j'améliore la communication. C'est pas assez précis. Qu'est-ce que tu fais exactement? J'aide les entreprises à améliorer leur communication sur le web. Le contexte, il est très clair, la cible est très claire. Autre sujet, on précise toujours, j'aide les cabinets comptables à générer de nouveaux clients sur LinkedIn. L'idée, c'est vraiment de contextualiser le plus proche possible votre offre pour que le besoin, la personne qui est en face de vous, comprenne bien qu'effectivement, vous répondez à telle problématique. Donc voilà, ça, c'est des petites astuces, le job to be done, avec ces petites phrases comme ça, crochet, j'ai envie de dire, pour pouvoir bien cibler votre discours quand vous allez proposer votre offre. L'autre point qui est important, c'est qu'il va falloir vérifier l'intensité de ce besoin, parce que c'est normal, on a un projet, on a une idée, on se dit: «OK, on va aller travailler sur quelque chose de très précis». Donc dans un premier temps, si vous regardez ce tableau, donc vous allez avoir sur l'axe des tailles de marché, ce qu'on a appelé, ce qui était appelé par Frédéric Hiselin, qui est professeur à HEC sur le marketing, les solos. Les solos, les early adopters et les pragmatiques, et une attractivité d'offre où on va osciller au début, il y a le côté un peu envie, le petit coup de cœur, après vraiment le besoin nouveau, et enfin un intérêt confirmé. Hyper important d'avoir cette courbe, ces deux notions-là. Les pastilles en noir, c'est quand il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de potentiel, il va falloir rebosser. Les grises, il va falloir vraiment bosser. Et les vertes, c'est là où vous êtes à peu près tranquille. Donc, si on prend par exemple la première ligne, donc le solo, donc c'est le moment où effectivement le porteur de projet, il a une intuition, l'intuition du besoin ou d'une offre, mais il n'a pas encore testé son idée par rapport à des clients potentiels. Donc, c'est un stade incontournable quand on veut proposer quelque chose d'innovant ou quand on veut se lancer sur un projet d'offre. C'est vraiment le stade incontournable de la réflexion, ça c'est certain. Mais en termes de marché, c'est encore une impasse. Sur la ligne des early adopters, les early adopters, c'est quoi? C'est vos premiers fans. C'est vraiment vos premiers acheteurs. C'est au tout début, vous démarrez. C'est vraiment une cible de choix parce que généralement, ces early adopters, comme ils sont fans, vous allez rapidement acquérir un accroissement de vente. Vous allez rapidement faire des ventes. Mais attention, s'ils ne sont pas assez nombreux, le risque, c'est que très vite, vous allez atteindre un plafond de rentabilité et vous n'allez peut-être pas être rentable du tout au long cours. Donc, c'est un bon début, mais il va falloir faire évoluer cette offre. Cette offre, il va falloir la faire évaluer vers des pragmatiques ou, autrement dit, un marché
qui va être beaucoup plus mature, où là, vous aurez suffisamment de clients pour effectivement assurer la rentabilité de vos ventes. Et donc là, on ne va plus être sur effectivement des pragmatiques qui font du coup de cœur, mais on va être bien effectivement sur des pragmatiques qui vont effectivement reconnaître un besoin nouveau ou un intérêt complètement confirmé pour votre offre. Donc voilà un petit peu comment évaluer l'intensité du besoin avec une courbe très naturelle, comme je vous l'ai dit. On va commencer par j'ai l'intuition, après je vais commencer à tester effectivement mon offre face à un besoin, une clientèle potentielle. Et puis ces premiers fans, il va falloir très vite conforter des caractéristiques ou des produits ou des avantages pour pouvoir les faire, pour pouvoir élargir votre public d'acheteurs et rentabiliser tout ça. Donc voilà, je vous ai remis ces grandes lignes pour que vous puissiez bien retenir ces 3 niveaux d'intensité de vente et donc qui permettront de conforter l'intensité du besoin. Donc retenez bien qu'il va falloir toujours vérifier que le besoin est partagé par plusieurs clients pour passer d'un besoin à la demande. Et donc, on va suivre ces étapes. De l'idée à la vision du créateur, on va passer à la définition du besoin, à la réponse apportée et on va tout ça confronter à la demande. C'est très, très important. Le marché, bah oui, dans marketing, il y a marché, donc il est temps qu'on en parle. Généralement, on va vous embêter avec des analyses de marché. On va dire, il faut analyser votre marché, quel est votre potentiel de marché, etc. Sauf que c'est pareil, c'est comme le marketing, il n'y en a pas qu'un de marché, il y en a plusieurs. Vous avez à la fois tout ce qui va être, comment dire, le marché principal, bien sûr, où vous avez votre propre produit qui s'y inscrit ou votre propre offre de service qui s'y inscrit, avec des concurrents directs, identifiés. Mais vous avez aussi une concurrence indirecte sur des marchés complémentaires, je vais y revenir, des marchés de substitution. Donc tout ça, on appelle ça le marché support. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle le marché générique. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Donc la concurrence indirecte, par exemple, pour une concurrence complémentaire, il ne faut pas oublier que sur un moyen de transport comme la SNCF, la concurrence complémentaire, ça va être l'avion ou Blablacar, quand ils sont en grève, par exemple. C'est aussi comme ça, d'ailleurs, que le modèle Blablacar s'est développé. C'est parce qu'il y avait des grèves tous les 4 matins dans les transports en commun et à chaque fois qu'il y avait une annonce de grève, eux faisaient une campagne de promotion pour dire « N'oubliez pas, il y a aussi Blablacar » et c'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir des pics de vente à chaque période de grève. Comme quoi, la concurrence complémentaire peut être vraiment un marché à visualiser et dont il va falloir prendre connaissance. L'autre marché un petit peu rigolo, c'est le système D, c'est le do it yourself, c'est OK. J'ai besoin d'un chauffe-plat ou j'ai besoin d'un chauffe-plat en attendant que mes invités s'installent, etc. Il existe sur le marché plein de choses très, très bien, très techniques. Et puis, vous avez le petit malin où vous avez peut-être une habitude qui s'est installée dans les ménages où on va prendre 5 chauffe-plats, on va mettre une petite grille, voilà, puis on va poser les plats dessus, puis tu sais quoi, ça fait un chauffe-plat. C'est sûr que pour les marchands de, comment ça s'appelle, un lèche-flamme, par exemple, c'est un petit peu dommage, on n'est pas du tout sur le même niveau. Mais voilà, le trait est un peu tiré, mais en tout cas, ça existe, il ne faut pas l'oublier. Quand on va effectivement en termes d'études de marché, en termes de questionnement sur votre offre, vous demandez quel est votre potentiel de marché, il va falloir effectivement savoir quelle est la taille de son marché et quelle est la part de marché qu'on peut viser. Donc pour ce faire, on va travailler à différents niveaux d'analyse du marché. Une taille de marché, elle peut s'évaluer selon les acteurs que vous allez viser. Vous pouvez très bien viser des acteurs sur un marché qu'on va appeler amont ou aval. Effectivement, est-ce qu'on vise au niveau des fournisseurs, au niveau des producteurs, au niveau des grossistes, au niveau des détaillants, par exemple. Ça peut être aussi par rapport à des prescripteurs, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une production, il y a une distribution. Cette production, cette distribution dépend de prescripteurs pour atteindre le consommateur. Donc, il va falloir évaluer ce marché-là aussi, parce que peut-être que vous, ça ne va pas être le marché du consommateur final, mais c'est juste le marché intermédiaire du prescripteur. On peut aussi dire, tiens, par rapport au marché de masse, donc le mass market, typiquement, la grande distribution, c'est un mass market. On va dire, non, moi, je vais aller chercher juste une niche au sein de ce marché-là.
Et on peut aussi se dire sur un marché captif. Alors là, c'est typiquement le cas de Nespresso, qui, de par le modèle de, comment dire, le modèle de sa machine, vous impose d'avoir des capsules. Donc, dans un premier temps, ils ont pris une longueur d'avance en imposant les capsules Nespresso. Et petit à petit, on a des marques qui se sont positionnées en concurrence vis-à-vis de leur machine. Donc, voilà, ça, c'est un marché captif. Donc, vous voyez déjà, on est sur une, deux, trois, quatre typologies potentielles de marché. Mais ce n'est pas tout. Toc. Donc là, les cibles, vous pouvez les positionner selon vos besoins. On va avoir des critères aussi sur ces marchés. La destination. On va avoir des... Ah bah ici, j'ai des notifications. Alors, la destination, donc est-ce que je suis sur des biens de production? Est-ce que je suis sur des biens de consommation? La nature, est-ce que je suis sur le marché de l'industrie 2, sur le marché de l'agriculture, de la restauration? La périodicité, est-ce que je suis sur un marché saisonnier? Typiquement dans le tourisme, on a un marché qui est très fort marqué par la saisonnalité, bien sûr, printemps, été, automne, hiver. En ce moment, c'est le ski, on est d'accord, mais ça peut être aussi les îles et le soleil. La maturité d'un marché, très important. Vous avez des cycles de vie qui sont très forts entre le moment où on est sur un marché qui se lance, qui est en pleine croissance, en maturité, en déclin. Typiquement en grande distribution, j'ai vécu à un moment donné le déclin de la grande distribution, des hypermarchés, au profit de plus petites surfaces et à un moment donné au profit du discount. Typiquement, voilà, c'est un marché qui, à un moment donné, a été en plein lancement. Je peux vous assurer, à l'époque, j'étais chez Bricomarché, que quand Brico Dépôt est arrivé sur le marché, eh bien, ce qu'on appelle les grandes surfaces de bricolage, les GSB, ont vraiment souffert de cette arrivée tout à coup des discounters sur le marché du bricolage. Donc, vous voyez, je suis bien sur le marché du bricolage, de la grande consommation, hein, pour vous donner. J'avais des saisonnalités, et effectivement, à ce moment-là, j'ai vécu un peu une révolution, puisque en un an, je crois, ils avaient acquis 15% du marché du bricolage. Voilà, c'est des choses qui sont assez marquantes quand justement vous êtes sur l'analyse de vos marchés et puis d'essayer effectivement, quand vous êtes sur un marché en pleine maturité, comme l'était à l'époque la GSB, de trouver un renouveau pour pouvoir continuer de rentabiliser votre offre et votre modèle. Et puis, le critère géographique est très important. Alors, on va parler du plus large au plus serré. Bien sûr, vous pouvez être sur un critère géographique qui va être sur monde, européen, France, régional, Île-de-France et la meilleure région de la Terre, bien sûr, par ouest la Défense, qui est bien entendu la plus belle région du monde. Voilà. Tac. L'étude de marché, alors ça tombe bien, vous avez des écoles qui vont vous proposer de les faire, si j'ai bien suivi tout à l'heure, et ça c'est top parce que c'est un énorme travail, mais qui est vraiment passionnant quand vous allez vouloir rentrer dans des présentations de votre modèle d'offre, quand vous allez voir pitcher votre offre, quand vous allez voir chercher des investisseurs ou quand vous allez vouloir intégrer de l'investissement extérieur à votre projet. Il y a diverses sources d'informations. Donc, ouais, c'est un peu de boulot, hein, c'est clair. La première source d'information, ça, je l'ai souvent rencontré avec des porteurs de projets, c'est n'hésitez pas, si vous avez un fournisseur en amont de votre produit ou de votre offre, demandez. Ils sont souvent des études de marché qui sont plutôt intéressantes pour voir justement cette évolution, les tendances. La meilleure source d'information, c'est le client, ça c'est clair. Donc, les sondages, les tests, les questionnaires, etc. N'hésitez pas, c'est la source d'info la plus forte. C'est celle aussi qui vous permettra d'asseoir vraiment votre discours et en tout cas vos premières intuitions en termes de développement. Les réseaux d'entreprise, et Dieu sait que sur Pold, il y en a un paquet qui vous permettront aussi d'aller chercher ces informations-là.
les salons, les foires, les concurrents ou les confrères, parce que peut-être que vous avez choisi peut-être que vous travaillez dans un univers et que vous décidez effectivement monter une structure ou une entreprise ou une offre qui va être dans le même milieu. Donc, rien ne vous empêche d'interroger les concurrents. Les organisations professionnelles, bien sûr, associations, ça peut être type, comment dire, des syndicats professionnels, des choses comme ça. Bien sûr, la chambre de commerce et de l'industrie, tout ce qui va être collectivité, bah, voilà, typiquement au sein d'Attractive Courbevoie, il y a énormément d'informations qui sont disponibles au travers des ateliers et au travers des divers interlocuteurs que vous pouvez avoir. Si vous êtes sur de la recherche, de la science, bon, ben, on va plutôt s'orienter sur des labos ou des centres techniques. Et enfin, bien entendu, la presse, les médias, qu'elles soient économiques spécialisées, organismes de sondage. Alors, les sondages sont très, très chers. Donc, c'est toujours bien de pouvoir les récupérer via les fournisseurs. Et les médias sociaux, attention, à bien regarder la source de l'information et puis bien sûr à faire le tri. Donc tous ces documents, ils vont vraiment être hyper importants dans votre petite besace, j'ai envie de dire, de préparation d'études ou de préparation de marché ou de préparation de pitch ou de préparation de business plan pour pouvoir vraiment donner, comment dire, appuyer des décisions ou en tout cas conforter la crédibilité de votre projet, de votre offre, etc. Alors, Céline, juste dire, pour rebondir, que je crois qu'on l'a évoqué lors d'un atelier justement sur le marché, là, qu'il y a énormément d'informations à la Bibliothèque nationale de France. Hein. Vous avez des accès à des données marché si vous voulez creuser cet aspect-là. Chose qu'on va essayer aussi de mettre en place à Courbevoie lors de notre future installation dans notre hub entrepreneurial d'ici la fin de ce semestre. Donc, n'hésitez pas à fréquenter ce lieu. Quand on réfléchit marché, les données marché sont excessivement aussi chères en fait en termes d'études. Donc, n'hésitez pas à aller à la BNF pour pouvoir vous renseigner et établir votre étude de marché. Je rappelle également que dans le cadre la petite intervention qu'on fera avec les écoles début février, vous aurez également la possibilité d'avoir ces accès-là si vous êtes choisi parmi les dossiers qui seront déposés, et vous aurez aussi accès à ces données marché. Donc, c'est une mine d'informations très importante pour vos projets. Voilà, j'en ai terminé, Céline. Super. On a vu donc toute la partie besoin marché. Avant d'attaquer, j'ai envie de dire cible client, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat vu que je n'ai pas de visibilité? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous voulez prendre naturellement la parole après cette première partie voilà, d'information? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez réagir? N'hésitez pas, hein. C'est un peu compliqué pour Céline puisqu'elle ne vous voit pas forcément, mais si vous prenez la parole, je pense qu'elle va pouvoir vous voir. Pas de questions? Très bien. Tout est parfait? Tout est clair? Ok, super. C'est En vrai avant. qu'il n'y a pas Oui. d'interaction avec la salle, c'est compliqué de Ah ouais, rebondir. on aurait aimé, hein, Céline. N'hésitez pas, parce que c'est vrai que le marketing, c'est une science. Hein. Donc, j'ai un peu l'impression de faire un cours, comment dire, académique. Donc, alors que c'est une matière très vivante. Bien sûr. On y va. Alors, on va attaquer sur la cible client cette fois. Donc, on a bien identifié les besoins, on a identifié des marchés. Donc, on va affiner notre recherche et on va se poser des questions sur sa cible client. Qui est-il? Quelle est son activité? Quelle est son actualité? Quelle est son histoire? Quels sont ses problèmes? Quelles sont ses ressources? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Pourquoi choisirait-il mon offre, mon service plutôt qu'un autre? Qui décide, qui signe, et je ne le dirai jamais assez, qui paye, qui paye quoi à qui? Très, très important. On va vous parler aussi du persona. Le persona ou le buyer persona, le client idéal, l'avatar client, le persona marketing, tout ça, c'est la même chose. Le buyer persona, c'est comment dire, c'est vraiment la ligne la plus fine de la cible client. C'est-à-dire que
précédemment, on s'est posé des questions vraiment très, très intéressantes sur le segment de clientèle qu'on va aller cibler et pourquoi on va aller le chercher. Mais au sein de cette cible client, admettons, je ne sais pas, je vais vous dire, bah, tiens, cible client, OK, start-up, de l'innovation dans la biotech. Son histoire, bah, il est passé par les CEA pour développer une technologie hyper spécifique sur, on va dire, un produit révolutionnaire, etc. Son problème à lui, eh ben, c'est de trouver un canal de distribution. Ses ressources, bon, bah, pour l'instant, il a du financement ou il n'en a pas. Donc, du coup, voilà, creuser qui va décider de qui va aller chercher comment dire, le canal de distribution, qui va le décider, qui va le signer, qui va le payer. Voilà, typiquement. Donc là, on est sur une cible client. Maintenant, mon buyer persona, on va rentrer dans l'intime de cet acheteur. Lui, c'est quoi son personnage? Donc, on est bien sûr sur une histoire avec des, comment dire, eh ben, je ne sais pas, par exemple, ça peut être, voilà, il a la rage de gagner. Il a vraiment envie de trouver quelqu'un qui va l'accompagner, qui va être très proche de lui pour le challenger, etc. Vous voyez, là, on va rentrer un peu dans l'intime du dirigeant ou du décideur, si vous préférez. Et ces profils-là, vous allez pouvoir les établir une fois que vous aurez plusieurs réussites de vente. Alors, ça peut être au début sur vos early adopters, vos premiers fans, c'est intéressant, mais ça va être aussi intéressant quand vous avez commencé à avoir beaucoup de cas d'achat qui sont assez rapides, qui se passent bien, de faire ce profilage de cet acheteur, de ce consommateur convaincu de votre offre, parce que ça va énormément vous apprendre par la suite pour cibler rapidement des affaires, pour cibler rapidement, dire bah voilà, ok, je sais que si je vais sur cette cible-là de start-upper avec plutôt ce profil-là, quand je vais commencer à discuter, quand je vais commencer à faire ma qualification, je vais me rendre compte que là, bah, il y a no way, ça ne sert à rien de perdre du temps. Par contre, là, je sais que par rapport au profil, par rapport à la personne que j'ai en face de moi, effectivement, les affaires vont se faire très rapidement, très simplement. Donc là, on rentre vraiment, vous voyez, dans le détail de cet acheteur et bien sûr de son besoin, forcément. Alors la concurrence, elle est très importante aussi à observer en face et à étudier. Alors, je vais vous donner quelques clés d'analyse parce qu'il va falloir vraiment se positionner par rapport à cette concurrence. Typiquement, est-ce que la concurrence, elle est agressive sur les prix? Est-ce qu'elle va être très, très agressive en termes de produits et de prestations? Effectivement, est-ce qu'elle apporte beaucoup de qualité, beaucoup de prestations, beaucoup d'accompagnement, par exemple? Et dans l'idéal, selon le marché sur lequel, c'est plutôt intéressant de se positionner par rapport à ce concurrent. Ces concurrents, c'est dire, OK, leader aujourd'hui sur ce marché, eh ben, c'est lui. Le challenger, c'est plutôt moi. Et moi, j'arrive en nouveau acteur sur ce sujet. Et donc, se positionner, c'est assez intéressant parce que il y a aussi toujours cette fameuse concurrence indirecte dont je vous avais parlé, typiquement pour le marché du lèche-flamme. Ah bah oui, effectivement, les gens peuvent aussi faire du do it yourself pour comment dire, répondre à leurs besoins sur le fait de réchauffer un plat. Alors, on peut faire un petit exercice, si vous voulez, sur le positionnement pour que vous compreniez bien. Alors, une fois de plus, je ne connais pas vos projets. Je ne sais pas si on est sur des marchés de services, des marchés d'offres, de produits, etc. Mais on va en prendre un assez simple qui est le marché de l'eau. Assez simple. On va le faire en France. On va parler, par exemple, du segment eau plate. Donc, vous voyez, voilà, quand je vous ai montré les différents niveaux de marché, bon, voilà, on segmente l'eau plate. On va rester sur le national. Au niveau de la concurrence directe, on va pouvoir identifier ce qu'on appelle les marques nationales et on a aussi les marques propres ou les marques de distributeurs. Donc, typiquement, le marché de l'eau, bah, vous avez chez Auchan, Carrefour, etc. Donc, des gens qui ont des marques propres qui s'appellent par le nom de l'enseigne. Et vous avez aussi une concurrence indirecte, hein, clairement, c'est l'eau du robinet, quoi. Donc, si on devait schématiser un positionnement sur un marché de l'eau en France, on pourrait faire ce positionnement-là. Donc, comme je vous expliquais, se positionner par rapport à une agressivité prix ou pas, se positionner par rapport à comment dire, à un concurrent qui est leader ou non.
Euh, Aujourd'hui, si on devait positionner, par exemple, l'Évian, la Volvic, on est sur les eaux qui sont les plus haut de gamme et les plus chères. Enfin, haut de gamme, attention, hein, on est sur un mass market. Mais en tout cas, sur ce marché-là, on va dire grande distribution, vous avez l'Évian et la Volvic qui, en termes de prix et en termes de positionnement, sont leaders parce qu'ils vont proposer des spécificités euh, très identifiées, très identifiables. Sur le milieu du marché, avec d'autres spécificités, on va retrouver, on va dire, les eaux santé, avec Vitel, Contrex, Aquarelle, Wepar, qui vont se spécialiser sur un positionnement pour Vitel et Wepar un petit peu plus élevé, Contrex, eux, un petit peu en dessous, mais qui sont très clairement sur l'eau santé, vitalité, etc. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle alors, ce n'est pas les premiers prix, les entrées de gamme, où vous allez avoir Cristalline ou la Saint-Amand. Et la Cristalline est plutôt leader parce que voilà, on sait que l'eau premier prix, c'est la Cristalline. La Saint-Amand, on va y penser peut-être dans un deuxième temps. Donc, d'où ce positionnement de challenger ou en tout cas, positionnement bas en prix et plutôt challenger de Cristalline. Idem avec Contrex. Donc, vous voyez, on a vraiment l'axe prix et l'axe leader challenger en termes de marque. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris pour qu'il soit clair pour tout le monde. Je sais très bien, une fois de plus d'expérience et d'accompagnement des porteurs de projets, que ce n'est pas toujours évident de positionner ses concurrents vis-à-vis de soi-même. Selon l'offre, selon le produit, il est toujours intéressant tout de même si on est sur une offre sur un quartier, je ne sais pas, même une boutique, je vais dire, allez, un truc que j'adore, une boutique de chaussures, par exemple, il va être hyper intéressant de voir dans le quartier, effectivement, qui est plutôt leader, quel est son positionnement prix, etc., pour dire, OK, par rapport à cette personne-là, moi, je vais plutôt me positionner en challenger. Et donc, quels sont les arguments que je vais devoir déployer pour pouvoir m'identifier, me différencier par rapport au leader du quartier, au leader de la région, au leader de ce marché-là, etc., etc. Les informations à recueillir en termes de concurrence, donc je vous les donne là. Alors, c'est vrai qu'elles sont un petit peu rébarbatives, mais je vous assure qu'une fois que vous avez posé vous êtes posé toutes ces questions-là par rapport à votre concurrence, ça va vraiment vous permettre de vous positionner très, très bien sur votre marché. Je les ai, et vous comprendrez pourquoi, segmentés en 4 grandes catégories. Tout ce qui va être lié à l'offre, le produit, le service, tout ce qui va être lié à la gamme de prix, au prix, tout ce qui est lié à la distribution et tout ce qui est lié à la communication. Très, très intéressant d'avoir ces 4 niveaux d'analyse et je vous l'expliquerai au travers du mix marketing un petit peu plus loin. Donc, ces 4 niveaux d'analyse sur le produit et le service, les questions, elles vont être assez simples finalement, puisque vous allez dire, OK, quel est le niveau de qualité qui est reconnu? Parce que quand la difficulté qu'on a, une fois de plus, quand on propose une nouvelle offre de service ou une nouvelle offre de produit, c'est d'avoir une évaluation objective. Donc, une évaluation objective des produits qui sont connus ou déjà reconnus par les clients sur le marché actuel, c'est bien de travailler sur des enquêtes de satisfaction, des enquêtes des sondages, des choses comme ça, pour avoir vraiment une vraie idée objective de la concurrence, pour être sûr d'apporter quelque chose de plus. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Pourquoi le client va acheter mon produit? Peut-être parce qu'aujourd'hui, il existe ça, mais moi, je vais me positionner là-dessus. Typiquement, Apple. Pourquoi les gens achètent Apple? Au tout début, les early adopters, ils achetaient Apple parce que, comment dire, c'était en termes de qualité plus fiable, c'était en termes de satisfaction plus facile à utiliser. Et puis, bien sûr, il y avait des besoins, des critères de motivation pour le coup qui étaient au sein du son casse, justement cet attrait pour la nouveauté, le fameux N. Ouais, on était sur, voilà. Et après, ils ont su effectivement faire travailler cette intensité de besoin vers une clientèle, on en parlait tout à l'heure, de gens beaucoup plus pragmatiques,
Et donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait évoluer les qualités reconnues, c'est comme ça qu'on fait évoluer les critères de satisfaction du client avec ce retour client des concurrents. Parce que forcément, Apple, ils ont travaillé essentiellement sur ce qui était dit des clients de chez Microsoft, etc., pour pouvoir faire évoluer ces critères-là. Après, ce qui est intéressant avec les études de marché, d'avoir effectivement le chiffre d'affaires qui est réalisé sur tel ou tel marché ou sur tel concurrent. Parfois, ça peut être disponible, en tout cas pour un segment. Le volume, la rentabilité, l'évolution, bien sûr, les tendances. Tant qu'à faire, éviter d'aller sur des marchés où tous les indicateurs sont négatifs. La fameuse phase de déclin d'un marché, bon, on peut se dire que si le marché est en déclin, il y a peut-être d'autres éléments intéressants à travailler pour répondre à un besoin, mais complètement différent de ce qui existe. La gamme de prix, bien entendu, hein, toujours comparer les prix avec l'offre, voir les écarts moyens, l'évolution de ces prix aussi, les marges, si c'est disponible en termes d'information. Ça, normalement, c'est assez disponible par marché, on connaît. Et là, vous pouvez aussi avoir cette information en discutant avec des acteurs d'un marché pour connaître les marges moyennes, les marges brutes, les marges nettes, ce qui vous donnera aussi un indice de rentabilité de ce que vous voulez faire, vous, sur votre marché. La distribution, donc la distribution, c'est très, très important, effectivement, quoi. Qui vend les produits, qui vend les services. Alors, en marketing pur, on va parler de DN, c'est la distribution numérique, entre guillemets, le nombre de points de vente, et la distribution en valeur, donc la taille des points de vente. On peut avoir peu de points de vente, mais qui font beaucoup de valeur, et on peut avoir beaucoup de points de vente, vraiment, qui vont effectivement représenter une très, très grosse part du paysage sur ce marché-là. Mais c'est cette masse qui va faire le chiffre et non pas dans la valeur, les marges, par exemple. Et bien entendu, le positionnement d'une part de marché. Donc, la part de marché, bah, oui, effectivement, quelle est la part que je vais vouloir aller chercher sur le marché actuel. Je vous ai expliqué tout à l'heure, Groupement des Mousquetaires, GSB, le marché du bricolage s'est pris 15% de part de marché en moins du jour où Brico Dépôt a décidé d'attaquer le marché du bricolage en low cost. Donc, c'est super intéressant. Et en plus, pareil, sur certains marchés, dans les études ou dans les histoires, on vous explique souvent le temps d'acquisition. Et ça, c'est hyper important parce que le temps d'acquisition d'une part de marché, en gros, soit c'est très cher pour aller très vite, soit c'est pas cher, mais ça prend beaucoup de temps pour résumer un petit peu l'acquisition. Donc voilà un petit peu des notions qui sont importantes sur la distribution. La communication, attention, ça c'est vraiment un métier de spécialiste. Qu'un marketeur vous dise qu'il fasse de la communication, ça, c'est pas bon. Fuyez. Ou qu'un communicant vous dise qu'il fasse du marketing, c'est pareil, fuyez, c'est pas bon. Parce que au niveau de l'analyse marketing sur la communication, on va vraiment avoir cette idée d'analyse d'études, mais en aucun cas on aura les outils ou en tout cas ce savoir-faire de sublimer un produit ou en tout cas de donner un reflet, une image. Ça, c'est vraiment un autre travail. Mais ce qui est hyper important, c'est que vous compreniez bien à la fois les images de marque, les taux de notoriété. Alors, on parle de taux de notoriété spontané ou assisté. Ça, c'est quand vous faites un sondage. Dire, est-ce que vous connaissez telle marque? Si les gens vous disent oui, bah, c'est du assisté parce que vous avez donné le nom de la marque. Par contre, quelles sont les marques que vous connaissez sur tel marché? Où est-ce que vous achetez vos vêtements généralement? Là, quand c'est quand c'est le sondé qui vous donne le nom des marques, c'est ce qu'on appelle le taux de notoriété spontanée. Donc, si vous voyez des sondages sur ces sujets-là, c'est hyper important de bien noter la différence entre l'assisté et le spontané. Et puis, les actions de communication, il y a à la fois ce qui va être les actions de communication en termes de promotion, typiquement un tract, une promotion ponctuelle, une action, je sais pas, un concours, tout ça. Donc ça, c'est promotionnel. Et sur le permanent, qu'est-ce qui est fait sur la gamme permanente, sur les prix permanentes? Est-ce que ça marche ou pas? Donc ça, dans l'axe communication, il y a à la fois effectivement cette analyse, cette compréhension des marques et de leur image et de leur notoriété, mais il y a aussi la promotion
comment est-ce qu'ils, quand ils sont en action de promotion, de remise ou de choses comme ça, comment cela est fait, comment cela est communiqué et les gammes permanentes. Donc, on peut parler aussi de ce qu'on appelle les ILV, informations sur lieu de vente, mais ça fonctionne que ça soit de manière, comment dire, sur le web ou que ce soit sur un point de vente physique, hein, c'est les mêmes mécanismes. Bien comprendre comment ces mécanismes sont proposés par la concurrence. Tout ça va vous permettre de faire un premier niveau d'analyse au travers d'un tableau qu'on adore en marketing, c'est le SWOT. Donc, c'est vraiment l'outil de diagnostic interne et externe. Interne, donc pour vous-même, pour votre propre offre, et externe par rapport à votre concurrence, en tout cas le marché que vous avez ciblé, pour baser pas mal de décisions stratégiques. Il y a d'autres tableaux d'analyse, il y a d'autres tableaux de diagnostic, mais celui-ci, c'est vraiment le premier, la base qu'il faut absolument faire, même quand vous allez préparer vos business plans, quand vous allez préparer vos pitchs, ayez bien en tête ce SWOT. Bien sûr, il n'est qu'à un instant T de la vie de votre entreprise, parce que forcément, ça évolue. Hein, l'analyse, ce premier niveau-là, on va le faire à un moment donné avec ce qui se passe au moment donné. Il est très, très important pour effectivement vous repositionner par rapport à tout le monde. Donc, il est tout simple, hein, c'est un tableau 4 cases. Sur la partie supérieure du tableau, donc, le SWOT, c'est la traduction de Strength, Weakness, Opportunities and Threats, excusez mon accent. Donc, voilà, c'est force, faiblesse, menace, opportunité. Toute la partie force et faiblesse, c'est vraiment chez vous. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses par rapport au marché? Je dis bien au marché, pas oui, mes faiblesses, c'est que je suis en train de lancer mon offre. Ouais, d'accord. Mais peut-être que cette faiblesse-là est une force parce que sur le marché, cette offre-là, elle n'existe pas. D'accord? Donc la faiblesse, c'est peut-être, je n'existe pas sur le marché, mais par contre, ma force, c'est je suis en train de lancer un truc complètement innovant en termes de distribution ou en termes de service, ou etc. Et donc là, ça devient une force, ça devient un atout. Les opportunités et les menaces, elles sont totalement nourries par l'étude de marché, elles sont totalement nourries par les questions les questions que je vous ai suggérées sur la partie concurrence. Donc, ce sont des faits objectifs, ce ne sont pas des interprétations ou des avis, ce sont vraiment des éléments objectifs du marché. Et généralement, on commence par la partie externe, menace opportunité du marché, pour effectivement conforter ses forces et ses faiblesses sur ce marché-là. Alors, pour aller plus loin, je vous l'ai dit, il y a un outil qui est très intéressant, qui est un des premiers outils de la stratégie marketing, qui est le mix marketing. Donc, c'est l'ensemble des outils, des décisions, des actions qu'on va mettre en place sur la base des 4 P. Prix, produit, communication, distribution. Alors, pourquoi CP? Parce qu'en anglais, ça fait des P, mais en français, ça ne fait pas 4 P. Donc, c'est aussi simple que ce schéma-là. Voilà. Si ça marche, prix, produit, moi je dis communication parce qu'en fait, promotion, c'est un faux ami dans ce cadre-là. Promotion, parce que là, c'est effectivement en anglais, product, price, promotion and place. Et en français, c'est plutôt produit, distribution. Donc le produit, qu'est-ce que je vends? La distribution, où est-ce que je le vends? Le prix, bien sûr, combien je vais le vendre? Et la communication, et non pas au sens de promotion, distinguez bien les deux, comment je communique sur ce produit. Ces 4 P-là, ou ce mix marketing, qui est vraiment une base de stratégie, d'identification de plan d'action marketing, il est complété aujourd'hui par de nouveaux enjeux, parce que bon, voilà, on aime bien rajouter des difficultés à tout ça. Donc là, on les a bien tous en anglais, ces 3 complémentaires. Le 5e P, people ou personnel. Qui vend? Oui, si j'ai dans mon offre ou dans mon service une relation client, un service client, il va falloir aussi se positionner sur cette relation client et ce service que l'on souhaite apporter au client, qui peut aussi être très différenciant par rapport à la concurrence. Je vais reparler d'Apple, le service client Apple, vous appelez, vous avez quelqu'un au bout de la ligne. Microsoft, des gens, on ne sait pas qui appeler, et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une relation client quand vous avez un bug écran bleu Windows.
Au niveau du 6e enjeu, le processus, il est aussi intéressant. Celui-ci, c'est combien de temps ça va prendre entre la vente et le service ou la production du service. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est la relation à la marque. Très intéressant, la relation à la marque, on en parle de plus en plus aussi dans les outils, dans les axes de différenciation d'une marque à l'autre. Effectivement, entre le moment où j'ai passé ma commande et le moment où j'ai été livrée. Alors Amazon, ils sont hyper rapides, hein, vous passez la commande la nuit, vous avez le lendemain. Ils ont créé pour ça d'ailleurs Amazon Prime. Donc vous voyez, ce processus, il a été réfléchi, on dit ok, le client, non seulement il a une accessibilité 24/24 pour passer sa commande, mais en plus, quand il est adhérent Amazon Prime, il va être livré. Il y a une partie de l'offre en Prime qui va être livrée sous 24 heures, 48 heures maximum, etc. Donc, vous voyez, ça a été ce processus-là, ce point-là d'amélioration qui a été recherché de la part d'Amazon quand ils ont mis en place cet abonnement supplémentaire, ce coût supplémentaire pour valoriser cette relation à la marque. On dit, bah oui, c'est vrai que je peux choisir de commander un bouquin sur la Fnac, je peux choisir de commander un bouquin sur Amazon. Ah bah ouais, mais si j'ai le Prime, eh ben, je vais avoir quelque chose qui va être beaucoup plus rapide d'un côté. Et donc, puis dès l'instant que j'ai pris l'abonnement et que c'est compliqué de se désabonner, bon, bah, je vais privilégier systématiquement Amazon parce que je sais qu'au moins ma livraison sera plus rapide. C'est des mécanismes auxquels vous pouvez penser aussi pour vous-même en disant, voilà, qu'est-ce que je vais apporter par rapport aux autres personnes qui font de la vente à domicile, d'autres personnes qui font de la vente sur le web, d'autres personnes qui font de la vente en boutique. C'est des choses comme ça qui sont de plus en plus présentes dans la réflexion et dans les enjeux des marques. Et enfin, le physical evidence. Alors, la preuve que le service fonctionne, la promesse. Alors, quand on est sur de l'innovation, on va parler de, comme c'est un produit nouveau qu'on ne connaît pas, sur un marché nouveau, sur quelque chose qui est complètement disruptif, hein, on aime bien ces mots-là, on parle de proof of concept. En gros, donc je vous propose quelque chose de complètement nouveau, il va falloir que j'ai déjà des bêta-testeurs, il va falloir déjà que je prouve qu'effectivement, mon innovation, elle est vraiment satisfaisante. Donc, dès l'instant que je vais passer par des bêta-testeurs, des proof of concept, il va falloir que j'ai effectivement des statistiques, des retours de l'information qui dit que. Vous arrivez sur un marché nouveau de services, un accompagnement parmi X 1000 accompagnements, et bien peut-être qu'il va falloir avoir des témoignages. Il va falloir peut-être prouver avec des testimonies qu'effectivement votre accompagnement, votre service fonctionne. Et donc, ça va aussi venir nourrir dans la motivation d'achat la sécurité dans son casse. Donc, ça peut être aussi très important d'avoir en tête ce 7e P du mix marketing, du coup, autour de l'évidence, de la preuve, selon, une fois de plus, le niveau d'offre, le niveau de produit que vous êtes en capacité de mettre sur le marché ou de proposer sur le marché. Donc voilà, vous avez les bases. D'un côté, on a bien vu tout ce qui était lié aux besoins, vous l'avez vu, à l'offre, le marché, comment on va effectivement cibler, segmenter, ajuster. Le niveau le plus fin qui va être la cible client. Et s'il faut aller jusqu'à la psychologie, j'ai envie de dire, de votre acheteur potentiel et intéressé par votre offre, votre concurrence. Et on a même un petit peu de stratégie marketing, ce qui me permet maintenant de laisser libre cours à toutes vos questions parce que c'est vraiment très théorique, j'ai l'impression, comme je ne vous ai pas en face, je ne vous vois pas et j'ai vraiment besoin d'avoir vos questions et vos attentes sur ces points-là. Allez-y, on prend la parole, on prend les questions à la volée. Alors déjà, est-ce que parmi les personnes... timide, hein. Ouais, parmi les personnes qui suivaient cette conférence, qui avait besoin d'informations sur quoi? Question. Ah, en fait, bonjour. En fait, c'était de l'information sur tout. Mais effectivement, là, ça va. Enfin, c'est une présentation très très riche et qui va très très vite en fait. Donc, bien évidemment, on ne peut pas
On ne peut pas rentrer dans tous les détails ou retenir tout d'un seul coup. Donc, bon, c'est vrai qu'on aura besoin de votre présentation, ça c'est clair. Donc, voilà, après, c'est vrai que on a, on a quand même beaucoup de boulot sur la planche, quoi, à Oui, faire. c'est Euh, sûr. et donc, voilà, je pense que, effectivement, analyser, tout ce qui est concurrence, définir, les cibles clients, heu, vérifier le marché, l'offre qui existe, l'offre qu'on va vouloir faire, par rapport à notre, projet, c'est vrai que c'est, qu'il y a Ah, il y a de la énormément matière, de hein. oui, Je te confirme, il y a de la matière et du travail. oui. Donc, voilà, c'était pas une, enfin, voilà, c'était pas un besoin concret, c'était un besoin, sur, tout le processus, en fait. Donc, voilà, c'est bien parce que là, on voit, on balaye tous les sujets. Mais, c'est vrai que très, très vite, hein, c'est clair. Ouais. Voilà. Bah, le souci, c'est que, alors c'est pas un souci, mais il est vrai que, bah, comme je vous le disais en introduction, le marketing, c'est un métier à part entière. C'est des études Ouais. spécifiques, vous avez compris, pour toute la partie, effectivement, analyse, compréhension. Et encore, là, je ne peux pas rentrer, il y a énormément d'outils d'analyse pour cibler, par exemple, les forces de porteurs qui vont s'orienter excessivement sur les contraintes de la concurrence, les contraintes du marché, les contraintes réglementaires, et cetera. Donc, il existe beaucoup d'outils, par des théoriciens en marketing qui sont super intéressantes. On ne peut pas tous les avoir en tête. Au même titre que sur les stratégies, c'est pareil. Il existe aussi des outils, des tableaux qui vont permettre de vous dire: «OK, je peux me positionner sur tel ou telle, comment dire, cible parce que j'ai analysé que le marché était comme ci, comme ça». Donc là, une fois de plus, on va aller super loin en termes de théorie, de théorie d'outils marketing. Là, je ne voulais pas aller aussi loin puisqu'on m'a dit, voilà, c'est les bases. Donc les bases, vous me dites, c'est déjà dense. Bon, OK. Mais en tout cas, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est quand vous démarrez, dans tous les cas, une offre de service ou une offre produit, c'est vraiment de ne pas hésiter à poser des questions, autour de vous. Même si c'est vos 1ers fans ou si c'est vos early adopters, il y a pas de sujet. C'est vraiment prendre conscience que vous allez vous inscrire, sur un marché, que vous allez vous inscrire, face à une concurrence et que, votre produit, il ne va pas se vendre parce que vous avez décidé, vous, tout seul dans votre coin, que c'était le meilleur produit du monde ou le meilleur service du monde. Hem, la compétence, le savoir-faire ne suffisent pas. Il faut vraiment, travailler, heu, avec l'environnement dans lequel vous allez vous inscrire. C'est pour ça que le marketing est vraiment important. C'est dans quel environnement je m'inscris et pourquoi on va me choisir moi? Et c'est cette question-là, en fait, là-bas, et pourquoi moi plutôt qu'un autre? Et donc après, reviennent toujours ces questions de: «Je vends quoi? À qui?» Le job to be done, comme je l'ai dit, qui est vraiment un outil génial pour bien positionner. OK, je suis dans quel contexte, où j'aide qui pour faire quoi et je cible au maximum. Pour commencer, voilà, un noyau dur, de réponse à un besoin très, très fort. Et une fois que vous avez expérimenté vos premières ventes, vos premiers retours d'expérience de vente, vos premiers, retours, d'expérience client, ça va vraiment vous permettre de travailler sur les, comment dire? Alors c'est en anglais, c'est Key Success Factory, les KSF. Ça, c'est un tableau que j'ai mis au tout début de ma présentation. Ça va vous permettre vraiment de travailler, les clés du succès, donc les axes, d'amélioration, en tout cas les axes de différenciation par rapport à la concurrence. Parce que de toute façon, on va toujours vous positionner par rapport à un concurrent. On va toujours vous positionner soit par rapport à une offre complémentaire, soit par une offre concurrentielle, soit par une offre, de concurrence indirecte. Donc il est, vraiment important de tester votre modèle, de tester votre offre, même si à la limite elle n'est pas encore sortie, de poser des questions. Mais toi, sur ce besoin-là,
qu'est-ce qui te manque? Toi, quand tu utilises, je sais pas, tel service, qu'est-ce qui te manque? C'est très, très important. Et en plus, les gens aiment bien qu'on leur pose des questions. Enfin, généralement, ils aiment bien parler de leurs besoins, de leurs envies, de leurs souhaits. Donc, pareil, n'ayez pas d'état d'âme à poser ces questions, à sonder les gens autour de vous. Commencez par vos cercles, bien sûr, vos cercles personnels, parce que c'est plus facile et puis on vous accueillera forcément avec bienveillance. Mais l'idée, c'est pas de dire, faut pas avoir la réponse, ouais, c'est super ton idée, c'est génial. C'est pas ça le truc. C'est plutôt challenge-moi, quoi. C'est OK, qu'est-ce qui te manque et pourquoi? Vous voyez, creuser. On est un peu des enquêteurs, en fait, sur ces problématiques de comment apporter de la valeur ajoutée, comment pouvoir se différencier par un concurrent. Et une fois que tout ça est clair et net, forcément, les gens vont comprendre très, très vite ce que vous leur proposez, vont très vite comprendre votre offre et c'est ce qui va faire le décollage aussi des ventes. Au-delà de la communication ne suffira pas. Il faudra vraiment que l'offre soit très claire sur le besoin, quoi. Est-ce que parmi les gens, Merci. Merci beaucoup. parmi les gens qui sont aujourd'hui sur cette conférence, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà sorti leurs produits, leur offre? Est-ce qu'il y a eu des loupés, j'ai envie de dire, que vous voudriez partager en dire, bah, tiens, c'est vrai que sur ce point-là, je n'y avais pas pensé. Est-ce que vous voulez que je creuse une question pour vous? Je vous vois pas. Ah non, ça c'est sûr, hein. Je vous vois pas. Vous êtes 42, je vous vois pas, c'est horrible. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à Céline sur sa problématique personnelle, sur le positionnement, sa concurrence, sa cible? Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu en réflexion avancée sur son projet et qui peut-être a des interrogations? On a une question Oui. d'Anne-Cécile Brock. Tu veux prendre la parole? Anne-Cécile, Ouais, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que… très bien, Super. très bien. Très bien, merci. J'ai des problèmes de micro parfois. Oui, je voulais savoir, par rapport à ce que vous nous avez présenté, s'il y avait des spécificités à avoir en tête quand on se dirige plutôt vers du B2B. Oui, tout à fait. Sur le B2B, la grosse question, c'est qui décide? Super important. Alors, hop, je vais revenir sur un des slides. Pourquoi je ne peux pas revenir? J'ai coupé le micro? Ah là 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 là. Alors, tac, 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 la spécificité, elle est là. Vous voyez mon écran? Oui, En grand, voilà. Ça, sur la cible client. Qui paie quoi à qui? En B2B, c'est très important selon comment dire, le client, de savoir qui décide, qui signe, qui paie. Sur des grands groupes, par exemple, vous avez des circuits de distribution qui vont être très longs, des circuits de décision, pardon, qui vont être très longs, selon la taille des entreprises. Parce que peut-être que vous allez devoir convaincre un chef de projet, un directeur R&D ou un acheteur. Et après, il peut y avoir derrière un comité de décision. Il peut y avoir derrière, selon le budget, effectivement, une décision annuelle de budgétisation. Donc, si vous arrivez après les budgets, c'est trop tard. Si vous arrivez avant, ça peut tomber bien. Il y aura aussi un délai sur le contrat, la signature. Parfois, vous pouvez avoir le juridique qui va venir rentrer dans la décision sur le contrat cadre ou pas, ou petit contrat, vous ne savez pas. Et enfin, sur le délai de paiement. Ça peut être très, très long. Et comme on dit à HEC, la trésorerie plus que ta mère, tu chériras. Donc, c'est quand même super important de se dire, OK, en B2B, selon la structure dans laquelle je vais intervenir, je peux avoir un délai de décision qui peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an. Super important. Ouais. C'est pour ça aussi qu'en B2B, c'est bien de bien segmenter effectivement grands groupes, ETI, taille de PME, sachant que les tailles de PME, c'est assez varié. Donc, faire des paquets à peu près par 50, 100 ou 50, 100 salariés à peu près. TPE, start-up.
où le circuit de décision va être plus ou moins long, plus ou moins rapide. Et donc, du coup, ça va intégrer dans votre timing de, comment ça s'appelle, de développement commercial, donc de prospection, le calendrier de ces tailles d'entreprise. Calendrier de décision quand effectivement on parle de budget annuel, ou calendrier de prise de décision avec effectivement ces grands groupes qui vont peut-être prendre 6 mois pour se décider, et une start-up ou une TPE qui, là, on est beaucoup plus sur de l'acquisition de décisions beaucoup plus rapide. Et après, il y a les contraintes de budget qu'il faut toujours prendre en compte. Il y a des questions qui se posent, il ne faut pas hésiter aussi en B2B. Bah, OK, est-ce qu'il y a un budget ou pas, et sous combien de temps vous pouvez pouvoir voilà, mettre en place cette action, cette décision et donc ce règlement, quoi. Donc oui, effectivement, c'est surtout sur la partie financement, enfin sur la partie rentabilité et délai de prospection, délai d'acquisition client, où il va y avoir des choses à bien regarder quand vous allez vous adresser à des marchés B2B. J'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Alors, une autre question peut-être? Oui, bonjour. Moi, j'aurais peut-être une question sur le côté opérationnel, parce que là, je comprends qu'on récolte pas mal d'informations, définit son besoin. Après, on passe à un plan marketing plus opérationnel. Et je voulais revenir peut-être sur la question de la persona. Est-ce que c'est à partir de la persona qu'on va essayer de démarcher d'un point de vue marketing, opérationnellement, comment on se positionne après avoir défini son marché pour pouvoir aller solliciter des clients? Le buyer persona, vous allez le connaître qu'à la fin, j'ai envie de dire, quand vous aurez déjà fait vos premières ventes et quand vous aurez eu vos premiers succès de décision et d'acquisition de clients. Dans un premier temps, vous allez tester des cibles clients. Vous allez imaginer par rapport à votre marché, par rapport à votre concurrence, dire OK, par rapport à mon offre, j'imagine, donc dans le job to be done, plutôt aller cibler telle typologie, comme avec l'exemple, bah voilà, j'aide les cabinets comptables. OK, j'ai ciblé les cabinets comptables. De quelle taille? Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore testé, parce que des cabinets comptables, il y a plusieurs tailles de cabinets comptables, pour améliorer leur communication sur LinkedIn. Voilà. Donc, dans un premier temps, on lance des fers un peu partout, on n'a pas le choix. On est obligé effectivement de dire OK, je vais cibler tel marché. Et je vais tester parce que j'ai une spécificité, je ne sais pas, j'ai un atout dans mon SWOT qui dit que ça sera plus simple pour moi d'aller accéder à telle ou telle cible pour proposer mon offre de service ou mon produit. D'accord ? Donc, dans un premier temps, vous allez tester des cibles, obligatoirement. Et selon le retour, vos premiers retours terrain, ou vos bêta-testeurs, ou votre stratégie de early adopter, par exemple, vous allez voir où est-ce que ça mord le mieux, j'ai envie de dire, où est-ce que ça s'active le plus rapidement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir définir de manière plus fine quelle typologie de clients, quelle typologie de consommateurs vous allez vouloir développer. Dans un premier temps, on ne peut pas savoir. On a une intuition, hein, c'est ce que je disais sur l'intensité du besoin. On va déjà la tester sur un premier marché cible, mais il va falloir la conforter et la faire évoluer par rapport aux attentes de ses clients. C'est pour ça que quand on est sur quelque chose d'assez nouveau, il est hyper important de prendre les retours d'expérience de vos premiers clients, les retours d'expérience de vos premiers consommateurs, de se les noter et de noter la psychologie aussi de ces consommateurs-là. Perdez pas du temps sur le client qui n'a pas été content. C'est important de noter pourquoi il n'a pas été content et quelle est sa psychologie et quel est son persona. Mais vous allez vraiment affiner votre plan d'action et votre plan de lancement, de développement en tout cas, parce que le lancement, bah oui, on ne connaît pas, mais après au niveau du développement, c'est là où vous allez vraiment approfondir
cette cible client, ses besoins, ses attentes et sa psychologie. Donc, est-ce que ça vous va comme démarche? On teste. Oui, On se dit, oui, dans donc je comprends qu'on est sur une démarche assez itérative. oui, toujours. Et voilà, donc ça répond à ma question, effectivement, mais en fait, je voulais savoir effectivement comment optimiser cette itération, quelque part, ciblée. Alors, effectivement, là, on recueille pas mal d'informations qui nous donnent des idées, c'est pour ça que je parlais de la persona, au moins intuitée au départ, effectivement, qui permet de définir, on va dire, la cible qu'on aimerait privilégier, puis après, on s'aperçoit que ce n'est pas celle-là, et puis on fait de l'itération. Donc, oui, je vous écoute. L'autre outil qui va vous aider, c'est le SWOT. Comme je l'ai dit, il est à un temps précis, votre SWOT. Vous voyez, dans le truc, on le fait à plusieurs moments dans la stratégie. On le fait au début quand on teste, mais on le fait aussi en cours de route en disant, effectivement, dans vos forces et vos faiblesses et dans vos menaces et vos opportunités. Donc, dans vos forces, une fois de plus, vous pouvez venir d'un marché que vous connaissez très bien. Par exemple, moi, je viens de la grande distribution, je pourrais dire, tiens, je vais cibler mes premiers clients au sein de la grande distribution parce que ma force à moi, c'est j'ai bossé 15 ans pour eux, je les connais très bien, je sais comment ils fonctionnent, etc. Donc, ça va être aussi une manière de cibler vos premières cibles, c'est le cas de le dire, par rapport à une de vos forces, un de vos atouts. Prix, produit, communication, distribution, etc. Donc, au niveau de la distribution, on dit, OK, je vais cibler là parce que c'est mon savoir-faire, j'ai ce réseau-là, j'ai cette connaissance-là. Donc, ça peut être un choix stratégique. Une fois que vous allez commencer à faire ça, vous dire, tiens, j'intègre dans mon équipe une compétence qui connaît très bien le marché de la TPE. OK, il connaît très bien le marché de la TPE, il va commencer à faire ses prospections, il va commencer à faire ses ventes, etc. Et au niveau des retours, là, on va être sur l'analyse des résultats, on va être sur l'analyse des taux de transformation, combien de temps j'ai mis pour boucler mon affaire, combien de temps j'ai fait pour avoir le closing, combien de temps j'ai fait pour rentabiliser sur ces clients-là. Et donc, vous allez, grâce à cette analyse, et à nouveau, à la fois ce SWOT et à la fois ces retours d'expérience client, vous dire, OK, mon acquisition, elle sera beaucoup plus rapide. Et vous allez même pouvoir calculer ce qu'on appelle des taux de... Alors, le mot fait toujours marrer, des taux de pénétration de marché qui veulent dire effectivement combien de temps j'acquiers telle ou telle cible. Et on affine. Vous pouvez aussi choisir d'acheter une base. Alors, super, un Paul, c'est gratuit sur Attractive Courbevoie sur le site. Vous avez un lien sur l'annuaire des entreprises et vous avez un outil vous avez un outil de recherche d'entreprise comme le Compass, si vous voulez, mais informatisé, qui est sur tout le territoire du 92. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire comme outil. Bravo de l'avoir mis à disposition. Vous allez pouvoir cibler des tailles d'entreprise, vous allez pouvoir cibler des secteurs d'entreprise, etc. Et donc là, vous pouvez très bien dire, OK, je me fais un panel sur telle taille d'entreprise, tel secteur. Il y a quoi comme... il y a les statuts aussi des entreprises. Est-ce que c'est des SA, des CRL, des entreprises indépendantes, etc. Donc, par rapport à ces critères de sélection, vous pouvez dire, OK, par rapport à mon offre, pour l'affiner, je vais tester, je vais segmenter 3-4 cibles et je vais voir où, entre guillemets, ça mord le plus, donc où le taux de conversion est le plus rapide ou le plus intéressant. Après, il va falloir ajuster par rapport à vos objectifs financiers, parce que peut-être qu'une cible va peut-être rapidement acheter, mais au final, sur des petites offres, des offres pas forcément hyper rentables, donc vous allez peut-être avoir besoin d'avoir un portefeuille client suffisamment varié pour asseoir une rentabilité financière sur votre offre et votre projet. Donc là, ça c'est des choses qui vont se faire dans l'analyse, dans des choix stratégiques de manière assez régulière. En market, on parle de 3, 6, 9, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, et 3 ans, 6 ans, 9 ans. Donc, vous voyez, c'est des rendez-vous d'analyse et de choix stratégiques qu'il va falloir vraiment avoir régulièrement dans votre développement pour ne pas perdre de vue cette rentabilité et cette attractivité nécessaire à votre développement. Ok, merci.
Ça répond à mes questions. Et du coup, je voulais juste savoir si le lien dont vous parliez ou l'endroit dont vous parliez, je ne sais pas si vous ou Eric peut le mettre à disposition de manière… Alors, je vous dis où il est. Il est dans Attractive, sur le site Attractive Courbevoie, dans Annuaire des entreprises. Il y a un onglet Annuaire des entreprises. Vous avez soit l'annuaire en PDF, je crois, téléchargeable, soit un petit outil où vous rentrez, vous avez les critères en fait, de sélection d'entreprise. Oui, il y a pas mal de critères. Alors, je conseille plus d'aller sur le module de requête en ligne plutôt que le PDF. Le PDF, c'est un annuaire des entreprises qui remonte un petit peu maintenant dans le temps, puisque je crois qu'il date de 2019 de mémoire. Donc, il y a des données qui sont certainement plus d'actualité. Par contre, l'annuaire qui est en ligne vous permet de requêter et d'avoir des informations online sur des secteurs d'activité, par exemple, sur des structures juridiques, sur des chiffres d'affaires. Enfin, voilà, vous avez quand même pas mal de choix. Et ça vous permet peut-être de trouver un petit peu de la clientèle future. Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres personnes. Vous en êtes où de votre projet? Vous êtes Alors, moi, je suis en train de le toujours à définir. l'idéation? Vous avancez, Oui, vous êtes un peu plus mûr? J'avance, mais bon, je ne veux pas en parler ici. Mais D'accord. voilà. Par contre, j'aimerais bien avoir quelques petits éléments, s'il n'y a pas d'autres questions d'autres personnes, sur le pitch client. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments? Le pitch client, le pitch client, je peux laisser Céline en parler 2 minutes, mais on va l'aborder au mois de mars. Bon, bah, si c'est le cas, pas de souci. Merci. Oui, il y a plusieurs éléments sur le pitch client, mais si votre première analyse marketing, comme je vous l'ai présenté ce matin sur le job to be done, le tu vends quoi, à qui, pourquoi faire, si déjà ces notions-là et votre taille de marché, enfin après tout dépend, il y a plusieurs pitchs, mais c'est vrai que si vous êtes devant un client, vous êtes plutôt sur un acte de vente. Donc ces questions-là, si vous avez fait ce travail en amont de tu vends quoi, à qui, pourquoi faire et le job to be done, dans quel contexte, etc. Déjà, vous allez être pas mal armé pour pouvoir le peaufiner et l'affiner en termes de de storytelling, parce qu'après on va raconter l'histoire, etc. Mais là, c'est pareil. Pour connaître le contenu du pitch training. Le discours adopté, effectivement. Oui, non, mais le job to be done, ça me semble un outil central qui est vraiment pas mal. Ouais, ça, c'est vraiment… on est, hélas, pour avoir travaillé sur l'évangélisation de marché avec Emmanuel Lafont, le fondateur de Sparte, les gens ont besoin de vous mettre dans une case, malgré tout. Donc, il faut qu'il y ait une case. Et par rapport à cette case-là, OK, donc tu me proposes ça, il est hyper important de savoir qu'est-ce que je vais avoir en plus. Donc, au-delà de raconter une histoire et puis ses besoins, est-ce que je suis dans l'appartenance? Est-ce que je suis dans le statutaire? Est-ce que je suis dans la reconnaissance? Dans l'appartenance, j'ai envie de dire, si effectivement vous vendez une solution qui va être sur un besoin d'appartenance, en gros, vous allez vendre de l'amour, quoi. C'est hey, rejoins-nous, rejoins la tribu, tu vas être heureux avec nous. Si par contre, vous vendez quelque chose qui est plutôt dans le besoin d'estime de soi, on va être dans la reconnaissance. Donc, on va être plutôt sur quelque chose de statutaire. Typiquement, c'était quoi la montre de cette grande marque à 40 ans? Ouais, moi, j'ai une Rolex. Voilà. Bon, là, on est dans le statutaire, on est dans l'estime de soi. Donc, ces notions-là de besoin, avoués ou inavoués, parce qu'ils ne sont pas toujours avoués, c'est dans l'axe de l'histoire que vous allez raconter lors du pitch. Ça, c'est cette identification-là, vous allez pouvoir la placer à ce moment-là. Est-ce que je suis dans le statutaire? Est-ce que je suis dans la reconnaissance? Parce que bon, le besoin physiologique, on est bien d'accord qu'on n'a pas besoin de vendre quoi que ce soit sur le sujet, c'est un besoin point barre. Mais après, tous ces niveaux et ces motivations d'achat, une fois de plus, quand vous les utilisez intelligemment, j'ai envie de dire, ou que vous avez bien compris ce que votre client va avoir besoin en plus de ce qui existe déjà sur le sujet, ou choisir effectivement un positionnement
différent de ce que les concurrents apportent sur le sujet, vous allez jouer avec ces codes du besoin, ces codes de la motivation d'achat, dans l'axe et dans le discours que vous allez avoir vis-à-vis du client ou de votre acheteur potentiel. Voilà. Céline, tu peux compléter? Mais je t'en prie. Ouais, quand vous parlez bonjour à tous, quand vous parlez de pitch client, en fait, il y a des pitch clients, il n'y en a pas qu'un. Que ce soit pitch client qu'on va retrouver sur votre site ou sur votre documentation, donc là, du coup, ça dépend du canal de distribution, et là, on est sur de la communication pure. Et si on est sur un acte de vente, il ne vous faut pas un pitch, mais des pitchs. Pourquoi? Parce que sur l'acte de vente, vous allez avoir un premier pitch qui va permettre, comme dit Céline, et c'est hyper important de rassurer votre interlocuteur, ça va lui permettre de vous mettre dans une case. C'est super réducteur, mais c'est hyper important parce que ça rassure la personne en face de vous. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un deuxième pitch parce que dans les différentes étapes de la vente, de votre rendez-vous de vente, par exemple, si vous êtes en face à face, vous allez avoir besoin à un moment ou à un autre de faire ce qu'on appelle dans la proposition, de replacer votre offre par rapport à un environnement concurrentiel pour que votre offre devienne vraiment claire et que derrière, vous ayez des arguments de comparaison qui vous aident notamment à valoriser la VUPC, puisque la valeur d'utilité perçue par le client, qui vous permet vraiment de préciser votre offre et d'imager votre offre pour qu'ensuite avoir un vrai débat avec votre prospect pour qu'il devienne un client accompli. Voilà. Je te repasse la parole. Merci Emmanuel pour ces précisions effectivement sur le pitch. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est dans le timing. C'est clair pour tout le monde. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir assisté à cet atelier. Merci beaucoup Céline de ton intervention de ce matin. Et c'est vrai que tu l'as réalisé dans des conditions qui ne sont pas forcément optimum. Et qu'on aurait tous aussi, bien évidemment, préféré vous accueillir en présentiel. Et j'ose espérer que d'ici peu, on puisse le réaliser. Voilà, je voulais juste compléter mon propos par rapport à la présentation en introduction également, de vous annoncer que Pitch Créa 2022 va s'ouvrir au mois de mars, donc un peu plus tôt que d'habitude. Pitch Créa, c'est quoi? C'est un accompagnement qui est sur 6 mois, sur une sélection que nous ferons sur des entrepreneurs qui sont en phase de finalisation, et on leur permet d'être accompagnés pendant 6 mois par des coachs professionnels sur cette période-là. Donc, ça sera en ligne très bientôt. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, n'hésitez pas à vous inscrire quand ça sera ouvert en ligne. Et Pitch Créa est une réussite intéressante pour les entrepreneurs que nous accompagnons, enfin que nous avons accompagnés d'ailleurs en 2021, et qui ont pu réaliser aussi leur activité en présentiel dans la boutique éphémère de Courbevoie pendant 1 mois et demi, et qui était une réelle expérience qu'on aura pu leur apporter avec justement un face-à-face avec leurs clients. Et ils ont pu roder leur discours commercial, changer aussi leur offre. Donc tout ça, c'est de la valeur ajoutée qui a été proposée dans ce cadre-là, en tout cas cette année, et on espère le reproduire sur la prochaine session dans un autre lieu si c'est dans le cœur de votre activité. Donc merci à toutes, merci à tous, et à bientôt sur les ateliers du Guifi Unique, et notamment à partir de jeudi pour le marketing digital, et vendredi sur le financement de sa création d'entreprise. Merci à toutes et à tous. Bye bye.